600 millions de dollars, la somme d'un siècle de blessures. Mais Ibrahim Traoré ne signe pas, il retire sa main comme on retire une flamme de la brûlure. Refuser, geste simple, conséquence immense. Que vaut une excuse lorsqu'elle s'achète? Et que devient un peuple quand sa dignité a un prix? Devant les caméras de Ouagadougou, il n'offre ni colère ni calcul, seulement la ligne claire d'un refus, un mot, un nom, qui fissure la grammaire du pouvoir africain. Dans ce silence, la souveraineté n'est plus discours, elle devient respiration. Ce refus n'est pas seulement diplomatique, il porte la promesse d'un renversement moral. Ibrahim Traoré le sait. En repoussant les 600 millions venus de Jamaïque, il ouvre un débat que beaucoup d'États africains évitent encore. La vraie richesse ne se pèse pas en dollars, mais en cohérence. L'enjeu dépasse la somme, c'est la capacité d'un continent à fixer lui-même la valeur de son honneur. Pendant que d'autres cherchent à compenser le passé, lui cherchent à le comprendre. Refuser, ici, n'est pas s'isoler, c'est refuser d'être défini par l'extérieur. Ce geste invite à une autre lecture. Et si la réparation n'était pas une dette, mais un dialogue? Chaque mot prononcé depuis Ouagadougou trace la promesse d'un futur plus lucide, celui d'une Afrique qui dit non pour mieux redéfinir le oui collectif. Car dans ce refus, il y a moins d'orgueil que de méthode. Replacer la dignité au centre des équations économiques et rappeler qu'aucune excuse n'a de sens sans égalité préalable. 2 chiffres suffisent à révéler le paradoxe. 600 millions promis, 0 centime accepté. Ce contraste, qu'Ibrahim Traoré assume sans détour, bouleverse la rhétorique diplomatique habituelle. Jusqu'alors, aucune nation africaine n'avait refusé une telle réparation venue d'un autre Sud. Ce geste, inédit, s'inscrit pourtant dans une continuité silencieuse, celle d'un Burkina Faso qui, depuis 3 ans, réaffirme son autonomie économique. En 2020, son budget dépendait encore à 72% des bailleurs extérieurs. En 2023, cette proportion est tombée à 59%. La différence, 13 points gagnés, n'est pas seulement comptable. Elle traduit une volonté de se financer par ses propres ressources minières et agricoles. Derrière ce lent virage se cache une conviction. La souveraineté ne s'obtient pas à crédit. Ainsi, quand la Jamaïque propose son chèque d'excuses, Traoré y lit autre chose, la persistance d'une hiérarchie morale. Accepter, c'était valider la logique du marché des remords. Refuser, c'est rappeler que certaines dettes ne s'évaluent pas en montant, mais en mémoire. La scène du palais présidentiel, sobre et sans drapeau étranger, condense ce choix, la dignité avant la dette. Ce moment devient un miroir pour 2 continents, l'Afrique qui cherche encore son langage d'égalité et la Caraïbe qui découvre le poids symbolique de ses excuses. Ce refus n'est pas une fermeture, mais un seuil. Il ouvre un champ, celui d'une discussion d'égal à égal, débarrassée des chiffres pansements. Et c'est ici que s'enracine le vrai enjeu. Quand un pays pauvre ose dire non, il redéfinit la grammaire du possible. Le nom de Traoré résonne alors comme un premier chapitre. La souveraineté, non comme promesse, mais comme pratique quotidienne. Le refus d'Ibrahim Traoré ne s'exprime pas seulement à travers une phrase officielle. Il se lit dans le visage calme d'un homme qui mesure chaque mot comme une frontière. Autour de lui, les conseillers savent qu'une telle décision aura un coût, perte d'appui, pression diplomatique, lecture hostile. Mais Traoré ne se définit pas contre. Il se définit par la cohérence. Un pays debout vaut plus qu'un compte créditeur, confie-t-il à son entourage. Dans les jours qui suivent, des signes apparaissent. À Ouagadougou, des étudiants brandissent des pancartes. Notre dignité n'est pas à vendre. Les radios africaines débattent. Les éditoriaux jamaïcains s'interrogent. Le geste du Burkina devient contagieux, franchissant les frontières comme une onde politique. À Accra, un parlementaire ghanéen demande « Si eux peuvent dire non, pourquoi pas nous ?» L'écho dépasse les calculs. Il devient pédagogique. Traoré, officier devenu chef d'État, devient malgré lui un guide symbolique. Il ne cherche ni culte, ni panthéon, il expose un raisonnement. Refuser, explique-t-il, c'est aussi enseigner. Enseigner à mesurer la valeur du consentement, à séparer aide et allégeance. Ce vocabulaire sobre inspire une génération de jeunes fonctionnaires, d'artisans, d'enseignants. Il découvre qu'un acte peut redéfinir le cadre mental d'un pays. Ce n'est pas une révolte, mais une relecture du rapport au monde. L'impact est moins économique
que psychologique. La certitude, partagée, qu'il est possible de tracer sa route sans validation extérieure. Ainsi, le nom de Traoré devient miroir. Il ne renverse pas, il révèle. Tout commence un matin clair à Ouagadougou à 10h27. Dans la grande salle sans drapeau étranger, Ibrahim Traoré se lève et lit lentement. Le Burkina Faso ne vendra pas sa dignité. Une phrase, 5 secondes de silence, et un séisme s'amorce. Les caméras enregistrent l'onde de choc avant même qu'elle n'atteigne la Jamaïque. À Kingston, les chaînes interrompent leur programme. Les présentateurs cherchent à comprendre si ce refus est caprice ou doctrine. En 3 heures, la nouvelle fait le tour du monde. Les rédactions occidentales s'interrogent. Faut-il y voir une provocation ? À Addis Abeba, le siège de l'Union africaine convoque une session d'urgence. À Londres, un chroniqueur compare Traoré à Thomas Sankara. Les chancelleries hésitent entre admiration et inquiétude. L'Afrique, d'habitude silencieuse sur les réparations coloniales, vient de briser un tabou, refuser l'argent d'une excuse. Sur le terrain, la réaction populaire dépasse toute attente. Des cortèges improvisés envahissent les rues de Ouagadougou. Pas de violence, pas de colère. Une marche tranquille où les pancartes proclament « Notre dignité n'a pas de prix ». Des artisans ferment leurs ateliers 1 heure, des étudiants scandent le nom du président, des femmes des marchés brandissent les couleurs nationales. Le refus devient un rituel collectif, un apprentissage civique. Pendant ce temps, à Kingston, le gouvernement jamaïcain publie un communiqué. Il respecte la décision du Burkina et appelle au dialogue. Mais les réseaux s'enflamment. Des influenceurs panafricains saluent l'acte fondateur d'un continent qui apprend à dire non. D'autres dénoncent l'erreur d'un pays pauvre qui se prive d'un trésor. Ce débat, vif mais digne, illustre le cœur du geste. Replacer la souveraineté au-dessus de la dépendance. Dans les jours suivants, la presse africaine explore les coulisses. On découvre que la proposition jamaïcaine incluait des partenariats économiques conditionnels, non une simple donation. Traoré l'avait lu comme une tentative d'acheter la mémoire. Refuser donc, c'était protéger le langage. Empêcher que la repentance devienne commerce. Ce fil d'événements dessine 3 temps. Le déclencheur, le discours, le climax, la réaction mondiale, l'onde résiduelle, la conversation qui s'installe. Et dans cette onde, une idée neuve circule. Un refus peut être une politique, un non peut être une méthode de gouvernance. Ce jour-là, le Burkina Faso a peut-être perdu une fortune, mais il a gagné quelque chose d'invisible. La capacité de transformer un manque en message. La scène du palais, désormais iconique, marque le point haut d'un récit où la dignité devient stratégie. Pour comprendre la portée réelle du refus d'Ibrahim Traoré, il faut observer les chiffres. Entre 2020 et 2024, le taux d'autonomie budgétaire du Burkina Faso est passé de 28% à 41%, soit une progression de 13 points. Ce delta, discret mais constant, traduit une stratégie de fond, réduire la dépendance structurelle envers les bailleurs extérieurs. Chaque point gagné représente une victoire administrative obtenue par la nationalisation de concessions minières et la renégociation de contrats énergétiques. Selon la Banque africaine de développement, près de 52% des programmes dits de réparation historique sont versés sous forme de prêts déguisés ou de projets codirigés par des ONG étrangères. Autrement dit, moins de la moitié des fonds atteignent réellement leurs bénéficiaires. Refuser les 600 millions jamaïcains, c'était donc s'extraire d'un mécanisme déjà biaisé, où l'aide reproduit la dépendance qu'elle prétend corriger. Le choix de Traoré devient ici rationnel. Mieux vaut un vide assumé qu'une tutelle réemballée. En 2025, une enquête de l'Union africaine indique que 57% des citoyens africains associent désormais la coopération internationale à une perte d'indépendance économique. Ce chiffre montre que le geste présidentiel n'est pas isolé, mais s'enracine dans une opinion publique fatiguée des promesses conditionnelles. La symbolique du don s'est inversée. Ce qui hier incarnait la solidarité évoque aujourd'hui la tutelle. Ces 3 chiffres, 41%, 52%, 57%, formant la trame d'une équation nouvelle. À mesure que la dépendance recule, la légitimité intérieure progresse. Le refus jamaïcain ne marque donc pas une rupture brutale, mais la continuité logique d'un processus déjà amorcé. Chaque donnée conforte une idée simple. La souveraineté se mesure moins à la taille d'un budget qu'à la qualité d'un choix.
Sous cet angle, le nom de Traoré devient un indicateur politique. Dans le langage des économistes, on parlerait d'un rendement symbolique. Un point d'autonomie gagné équivaut à un gain de confiance populaire. C'est une formule que les modèles de croissance ne peuvent intégrer, mais que les peuples perçoivent instinctivement. Enfin, la Banque mondiale fournit un repère critique. Sur 10 programmes d'aide post-coloniale menés entre 2010 et 2020, 7 ont accru la dépendance financière du pays bénéficiaire avec une hausse moyenne de 9% du ratio importation-PIB. Ce n'est donc pas la pauvreté qu'on achète, mais la souveraineté qu'on loue. Dans cette lumière, le refus burkinabé agit comme un redressement comptable. La valeur de l'indépendance devient mesurable. Ainsi, 3 chiffres et un geste dessinent une même logique. Moins d'argent accepté, plus de cohérence politique. Et derrière ces équations, un principe se confirme. La dignité n'a pas de taux d'intérêt, mais elle a un rendement collectif. Depuis le refus, 2 camps s'affrontent sans s'insulter, comme 2 miroirs d'un même continent. Les premiers, économistes pragmatiques, jugent que le refus d'Ibrahim Traoré est une erreur stratégique. Ils rappellent que 600 millions de dollars auraient pu financer 100 écoles, 10 hôpitaux, des réseaux d'eau potable et d'électricité. L'argent n'a pas d'odeur, disent-ils, seul compte la manière de l'utiliser. Leur argument repose sur la logique du besoin immédiat. Un pays pauvre ne peut se permettre le luxe du symbole. En face, les penseurs panafricanistes voient dans ce même geste un acte fondateur. Ils avancent que chaque don entretient une hiérarchie implicite. Celui qui donne reste au-dessus. Celui qui reçoit reste en gratitude. Refuser, dans cette optique, n'est pas dédaigner l'aide, mais reconquérir le verbe, le droit de définir soi-même la valeur d'une excuse. Il cite Sankara, « Celui qui te nourrit te contrôle ». La souveraineté n'est donc pas un confort moral, mais une discipline collective. Entre ces 2 pôles, Traoré trace une ligne médiane. Il ne conteste pas l'utilité de l'argent, il conteste la narration qui l'accompagne. Ce qu'il refuse, ce n'est pas la somme, c'est le récit qu'elle perpétue. Celui d'un continent dépendant de la reconnaissance extérieure pour exister moralement. Sa réponse replace le débat sur un terrain inédit, celui de la cohérence politique. Les chiffres qu'il brandit, 41% d'autonomie budgétaire, hausse constante des revenus internes, témoignent d'une trajectoire déjà engagée. Son nom devient prolongement logique, non pas provocation. Dans cette synthèse, l'argument pragmatique trouve sa limite. La dépendance ne se guérit pas en la consolidant, et l'argument symbolique gagne sa consistance. La dignité a un coût, mais elle crée du sens. Ainsi se referme la controverse. Le refus n'est pas orgueil, mais méthode. C'est la part mesurée d'un calcul où la cohérence vaut capital. 8 mots. Un nom peut déplacer des continents entiers. À ce stade du récit, la portée du geste d'Ibrahim Traoré se révèle pleinement. Ce n'est plus un simple refus, mais une reconfiguration des codes moraux du Sud global. Le centre de gravité du discours change. Celui qui refusait devient celui qui définit. Dans les chancelleries, l'étonnement laisse place à une question. Et si ce non annonçait une nouvelle grammaire diplomatique ? À travers les plateaux télévisés et les tribunes, on découvre un phénomène inattendu. L'opinion publique ne réclame pas l'argent perdu, mais la cohérence retrouvée. La souveraineté cesse d'être un slogan et redevient une méthode. Cette inflexion marque le point médian. La narration bascule du symbole à la structure. Désormais, chaque pays africain se sent interpellé. Le cas Traoré devient étude de cas. Dans les écoles de politique, à Dakar comme à Nairobi, on en débat déjà. Ce moment révèle que le refus n'est pas un mur, mais une porte. Il ouvre la possibilité d'un partenariat nouveau, affranchi de la dette morale. Un nom, désormais, vaut un modèle. Le refus d'Ibrahim Traoré agit comme une onde de choc mesurable à travers 4 sphères, nationale, diplomatique, économique et culturelle. Sur le plan national, le geste provoque un sursaut civique. À Ouagadougou, des cortèges d'étudiants, d'artisans et de fonctionnaires se forment spontanément. Ils ne réclament rien, ils valident un principe. Les radios locales parlent de réappropriation morale. Selon un sondage interne de 2025, 72% des Burkinabés estiment que le refus a renforcé leur sentiment d'appartenance nationale. Le patriotisme n'est plus agité comme un drapeau,
Il devient projet collectif. Sur le plan diplomatique, la secousse est plus subtile. La Jamaïque choisit la retenue, affirmant comprendre la position du Burkina Faso. Mais à New York, au sein des Nations Unies, les délégations africaines s'observent. Le geste burkinabé fait jurisprudence morale. Il devient possible de dire non sans rompre. Dans les semaines suivantes, des discussions s'ouvrent au sein de la CARICOM et de l'Union africaine pour repenser les mécanismes de réparation historique. Une commission mixte est même évoquée pour remplacer les transferts financiers par des coopérations productives, formation, technologie, culture. Sur le plan économique, le refus devient catalyseur. Les ministères financiers burkinabés accélèrent les réformes déjà engagées. Création d'un fonds souverain panafricain, renégociation des contrats miniers, lancement d'un plan énergie locale 2030. Ces politiques ne compensent pas la perte de 600 millions, mais elles démontrent la faisabilité d'une autonomie graduelle. Les économistes d'Abidjan parlent de effet Traoré, une contagion politique par l'exemple. Un refus, traduisent-ils, peut valoir un investissement moral. Enfin, sur le plan culturel, le geste déclenche un mouvement transatlantique. Des musiciens jamaïcains publient Rise Jamaica, inspiré du discours de Ouagadougou. Dans les campus africains et caribéens, des colloques s'organisent sur le thème « La dignité comme valeur économique ». Les hashtags « Dignité non vente » et « Refusal as Freedom » atteignent des millions de vues. Mais au-delà du numérique, c'est une pédagogie nouvelle qui s'installe. La liberté ne s'achète pas, elle se pratique. Ainsi, le non prononcé ce jour-là se déploie comme une architecture. Base nationale, colonne diplomatique, étages économiques, toits culturels. Chaque niveau renvoie à l'autre, et ensemble, ils bâtissent une cohérence. Le Burkina Faso n'a pas gagné d'argent, mais il a gagné du sens. Et dans les chiffres comme dans les chants, ce sens pèse plus lourd que l'or. À 6 mois du refus, les diplomates parlent déjà de 3 trajectoires possibles, 3 futurs qui prolongent ou déforment le geste initial d'Ibrahim Traoré. Dans le premier scénario, le Burkina Faso maintient sa ligne de cohérence, sans affrontement ni recul. La Jamaïque reformule son offre sous une forme non financière, échanges universitaires, coopération agricole, projets culturels conjoints. Les 2 pays redéfinissent la solidarité hors du cadre monétaire. Ce modèle inspire la création d'un Conseil Afrique-Caraïbes pour la dignité et la mémoire, instance inédite d'échanges sans dette. La diplomatie du respect remplace celle du transfert. Dans le deuxième scénario, l'effet Traoré devient doctrine. D'autres nations africaines, Ghana, Mali, Sénégal, adoptent des chartes de transparence sur les aides symboliques. La Banque africaine de développement publie un rapport intitulé « Refuser pour reconstruire ». Les indicateurs de souveraineté progressent, 45% d'autonomie budgétaire, 10% d'augmentation des revenus internes. Les organisations panafricanistes célèbrent Ouagadougou comme capitale du refus utile. Dans ce climat, Traoré acquiert une stature continentale, non comme idéologue, mais comme pédagogue de la cohérence. L'Afrique et la Caraïbe bâtissent alors un partenariat horizontal fondé sur la compétence plutôt que sur la compensation. Dans le troisième scénario, certains médias occidentaux déforment le récit, présentant le refus comme un isolement idéologique. Les bailleurs traditionnels réduisent leurs programmes, provoquant des tensions internes. Sous pression, Kingston se rapproche à nouveau des institutions financières classiques. L'Afrique se divise entre admirateurs et sceptiques. Dans cette hypothèse, le symbole se dissout dans la routine diplomatique, le non devient anecdote. Mais même dans ce cas, la trace demeure, la cohérence du geste initial devenu mémoire politique. Entre ces 3 chemins, un fil rouge relie tout, la dignité comme unité de mesure. Qu'il provoque un séisme ou un simple frisson, le refus a rappelé que l'aide sans égalité est un miroir déformant, et qu'en diplomatie, comme en économie, un non peut parfois fonder un monde plus stable qu'un oui marchandé. Le non d'Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement aux chancelleries, il touche ses citoyens. Dans les rues de Ouagadougou, un jeune vendeur de journaux confie « C'est la première fois que je me sens fier sans recevoir quelque chose ». Ce sentiment se propage vite. Dans les écoles, les enseignants utilisent le discours présidentiel comme étude de texte. Dans les radios communautaires, on débat de la vraie signification du mot « aide ». La politique devient conversation publique.
3 groupes, surtout, réagissent avec force. Les jeunes d'abord, ils y voient la preuve qu'on peut construire un avenir sans permission étrangère. Des associations lancent des programmes d'entrepreneuriat local, financés par la diaspora. Les femmes ensuite, elles perçoivent dans le refus une métaphore de leur propre lutte pour l'autonomie. Certaines coopératives agricoles rebaptisent leurs produits libre terre ou non vendus. Enfin, les travailleurs. Pour eux, la souveraineté économique se traduit par la valeur du travail équitable. Ils réclament que la dignité nationale se reflète dans les salaires et les conditions de production. Cette translation du symbole vers le quotidien constitue le vrai succès du geste. Traoré n'a pas seulement ouvert un débat d'élite, il a transformé la politique en pédagogie populaire. Son refus devient un miroir intime. Chacun se demande ce qu'il accepterait de troquer contre sa liberté. Et dans cette question, quelque chose change. La dignité cesse d'être abstraction, elle devient habitude. Une habitude contagieuse, qui enseigne que le courage collectif commence souvent par un choix personnel. Dans les semaines suivant le discours, l'entourage d'Ibrahim Traoré formalise une feuille de route en 5 étapes. Ce plan ne vise pas à remplacer les 600 millions refusés, mais à consolider la logique du non, transformer un symbole en système. D'abord, il s'agit de nommer la dépendance. Chaque ministère doit dresser un inventaire précis. Des aides étrangères, non pour les dénoncer, mais pour mesurer leur poids réel sur les politiques publiques. Ce diagnostic devient la base d'un budget lucide. Ensuite, il faut réapproprier les ressources. L'État réexamine les concessions minières et les contrats énergétiques. L'objectif, que l'or, l'électricité et la terre servent d'abord à financer les besoins locaux, puis éduquer à la souveraineté. Un module économie et indépendance entre dans les programmes scolaires. L'idée est simple, apprendre aux jeunes que l'aide n'est pas un droit, mais un outil temporaire. Par ailleurs, tisser des alliances horizontales. Plutôt que de dépendre de bailleurs extérieurs, le Burkina renforce la coopération sud-sud. Échange de savoir-faire, projet agricole commun avec le Mali, la Côte d'Ivoire et la Jamaïque elle-même. Enfin, mesurer la dignité. Le gouvernement expérimente un indicateur inédit, l'indice d'autonomie réelle, calculé selon le pourcentage de production locale et de ressources rapatriées. Un chiffre pour évaluer la liberté. Cette méthode ne promet ni miracle ni croissance soudaine. Elle propose un cadre, un pays qui se mesure par sa cohérence. Et dans cette cohérence, le refus de Traoré cesse d'être un geste isolé. Il devient la première page d'un manuel collectif. Dans la grande salle nue du palais, les micros sont éteints, les caméras rangées. Ibrahim Traoré demeure seul, face à ce silence qu'il a lui-même déclenché. Rien d'héroïque, un homme, un mot, un refus. Mais dans ce calme, tout un peuple respire plus haut. Ce moment rappelle une image plus ancienne, celle des jeunes artisans de Ouagadougou que l'on voyait dans les rues au lendemain du discours, balayant la poussière avec un soin nouveau. Ce geste anodin devient symbole. Nettoyer, reconstruire, recommencer sans attendre l'aide d'autrui. Le non présidentiel trouve ici son écho humain. Ce n'est plus une déclaration d'État, mais une habitude populaire. Chaque regard échangé dit la même promesse. Marcher debout, même quand la route manque. Dans la mémoire collective, ce refus rejoint une lignée silencieuse d'actes modestes mais fondateurs. Non pas des révoltes, mais des réveils. Car au fond, la liberté ne se reçoit pas, elle s'exerce. Et dans l'histoire longue du Burkina Faso, le nom de Traoré devient celui d'un principe, choisir la dignité comme unité de mesure. Le refus d'Ibrahim Traoré n'a pas clos un chapitre, il en a ouvert un autre. Celui d'une conversation mondiale sur la valeur du mot non. Dans un monde saturé de transactions, ce mot redevient rare, presque sacré. Il rappelle que la liberté commence par une phrase simple. Je choisis ma mesure. Ce message dépasse le Burkina Faso. Il parle à chaque citoyen, chaque communauté qui cherche à vivre debout sans mode d'emploi extérieur. Dire non, ici, n'est pas rejeter, c'est redéfinir. Refuser le chèque, c'est accepter la responsabilité. À Kingston comme à Ouagadougou, des voix s'élèvent déjà pour poursuivre ce dialogue d'égal à égal. Artistes, étudiants, journalistes, anonymes. Tous posent la même question. Que vaut une excuse si elle ne change rien à la relation ? Peut-être que la vraie réparation commence là, dans la parole qui ne se vend pas, dans le respect qui ne se compte pas. Et vous, si l'on vous tendait 600 millions pour acheter votre mémoire, quelle serait votre réponse ?